OK, maintenant qu'on a vu un peu du système nerveux, qu'on a parlé un petit peu de l'organisation du système nerveux des nerfs, en gros, cerveau, récepteur, on commence à avoir une idée un peu des différents éléments. Ça va se préciser éventuellement au cours des prochaines capsules. Mais avant d'aller là, on va parler des différentes cellules qui composent le système nerveux. Donc souvent, vous êtes familier avec les neurones, mais vous oubliez que dans le système nerveux, il y a d'autres sortes de cellules extrêmement importantes qu'on appelle des gliocytes. Donc c'est comme deux grandes familles de cellules qui ont chacun leur fonction et leurs propres caractéristiques. Et si je prends le tissu nerveux ici, exemple, c'est une coupe du cerveau, on a coloré les cellules, on reconnaît justement ici un neurone avec les différentes parties. Puis en fait, la partie longue ici qu'on appelle l'axone, beaucoup plus longue, descend comme ça ici avec d'autres parties qu'on ne voit pas. Les neurones, c'est des cellules extrêmement longues. Mais on remarque qu'il y en a des plus petites ici. Et ça, c'est des gliocytes. Et tout le tissu nerveux est un amalgame en fait de neurones et de gliocytes. Déjà, il faut connaître les caractéristiques des neurones. Donc, c'est vraiment l'unité structurale de base, parce que c'est les seules cellules, je l'ai dit précédemment, qui peuvent produire un influx nerveux. Donc, les gliocytes ne peuvent pas faire ça. Quand on me dit que c'est des cellules excitables, ça veut dire que c'est des cellules, les neurones, qui sont capables de réagir à un stimulus, puis de produire un influx nerveux. C'est les seuls qui peuvent faire ça. Donc, excitable, on peut noter capacité à réagir à un stimulus et de produire, par conséquent, un influx nerveux. Les gliocytes ne peuvent pas faire ça. Et l'autre chose qui est importante, on vous dit que c'est A. A pour absence. Hein? Donc, amitotique. Il n'y a pas, souvent vous mélangez les mots, là, il n'y a pas de mitose. Donc, il n'y a pas de division cellulaire, il n'y a pas de possibilité de reproduire un neurone. Il est mort, il est mort. Et ça, c'est fou. Parce que pensez-y, si vous vivez jusqu'à 95 ans, ça me prend des cellules tellement puissantes, tellement bien faites qu'ils doivent survivre 95 ans. 24 heures sur 24 avec tous les stress biologiques et de la vie courante. Il n'y a pas beaucoup de cellules qui font ça dans votre corps. La plupart des cellules vont mourir et on va les remplacer. Les cellules de la peau, on va les régénérer. Les globules rouges, on les régénère après 3 mois, 120 jours à peu près. Donc, il y a un renouvellement cellulaire qui va se faire. Mais les neurones, on ne peut pas. S'il meurt, il est mort. On ne le remplace pas. Et ça fait en sorte que ça explique bien des choses. Là. Évidemment, à 95 ans, on n'a peut-être pas les capacités intellectuelles et mentales, puis on parle la mémoire, puis on a plus de misère à faire des raisonnements logiques parfois qu'à 20 ans, parce que justement, il nous manque des neurones, on en a perdu. Il y a des gens que ça peut se traduire par ce qu'on appelle la démence sénile, là, déjà que les changements de comportement majeurs, l'Alzheimer, peu importe. Vous connaissez les différents problèmes. Et effectivement, c'est parce qu'on n'a pas remplacé les neurones. Des fois, on peut avoir des neurones qui vont mourir, qui vont nous laisser paralysés, des nerfs qui ne fonctionnent pas, aveugles, peu importe, parce qu'on ne les a pas remplacés. Officiellement, dans mon cours, si je vous dis, et là, écoutez bien, est-ce qu'un neurone peut se multiplier, faire la reproduction? C'est non, pas de mitose. Maintenant, je rouvre une parenthèse culturelle. Okay? Si j'étais en classe, j'en parlerai peut-être un peu plus longtemps. Culturel, vous pouvez oublier ça, c'est pas important, ça va au-delà du cours. Mais dans la vraie vie, ce que je viens de dire là est peut-être pas tant vrai. Il faudrait ramener des nuances un petit peu. Il y a des exemples de régénération de neurones qui s'est fait dans certains cas particuliers. Il y a des cancers au cerveau. Cancer, c'est des cellules qui n'arrêtent pas de faire de la mitose. Donc, comment ça se fait que c'est possible? Si la cellule ne peut pas faire de mitose, il ne devrait avoir aucun cancer. Donc, c'est clair qu'il y a des cellules au cerveau qui ont réussi à se remultiplier. On s'est rendu compte d'une vingtaine d'années qu'il y a des expériences chez le cerveau de la souris qui montraient que tu enlèves les neurones du cerveau de la souris, tu les remets en culture, puis ils repoussent, ils refont de la mitose. On pense qu'il y a des substances qui bloquent la mitose au sein du cerveau. Et je vais aller plus loin que ça. Vous avez 75 ans, vous décidez d'apprendre l'italien, puis ce n'est pas votre langue maternelle. Bon, on s'est rendu compte que dans des régions très spécifiques du cerveau, exemple dans les régions de l'apprentissage, de la mémoire, en fait l'hippocampe, on est capable de faire de la neurogenèse. Ces neurones-là, on est capable de les stimuler, d'en faire des nouveaux. Mais il y a d'autres régions qu'on ne pourra pas. Donc, c'est pas si clair que ça. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous autres, parce que malgré le fait que vous perdez des neurones, si vous restez actif intellectuellement, bien, il y a des régions comme ça du cerveau que oui, on va les perdre, peut-être les neurones, mais vous allez favoriser peut-être leur régénérescence. Donc, c'est pas clair encore. C'est un peu un débat. Il y a des gens qui disent oui, des gens qui disent non. Donc, officiellement, je ne vais pas aller là parce que c'est peut-être pas vrai. Ça restera à être démontré scientifiquement. Fait,
Mais je vous dirais que quand vous allez avoir mon âge, possiblement, on va connaître pas mal plus le processus, puis ce que je vous enseigne là sera peut-être plus tout à fait exact. Mais pour l'instant, je ferme la parenthèse pour la vraie vérité scientifique actuelle, mais si je me base sur votre livre, on parle d'amitotique, donc zéro mitose dans la plupart des cas, ce qui n'est pas nécessairement faux non plus, c'est très rare, ou on pourrait dire limité en fait. Ce qui est bien important pour mon cours de distinguer, c'est les gliocytes. Donc, il ne faut pas les sous-estimer. C'est des cellules essentielles. Pas de gliocytes, le système nerveux ne fonctionne pas. Mais c'est des cellules de soutien. Donc, elles sont incapables, ne sont pas excitables. Donc, elles ne vont pas réagir à un stimulus, puis ne seront pas capables de faire d'influx nerveux. C'est complètement l'inverse du neurone. Puis eux autres, on peut les reproduire, et c'est une chance pour nous, parce qu'elles sont tellement vitales pour nous, ces cellules-là, qu'il faut les remplacer quand elles meurent. C'est vraiment des cellules de soutien qui vont protéger les neurones, les nourrir, qui vont faciliter leur vie un peu. Donc, tantôt, quand je vous disais, c'est incroyable, comment ça se fait qu'un neurone peut vivre 95 ans, 24 heures sur 24? Ben, une partie de la réponse, c'est grâce aux gliocytes. Les petites cellules comme ça autour sont là pour protéger, nourrir le neurone, ce qui va allonger la durée de vie du neurone, entre autres. Pas de gliocytes, le neurone aurait une durée de vie beaucoup moins longue. Mais on va voir plus particulièrement les gliocytes, qu'est-ce qu'elles font. Donc, c'est une famille de plusieurs cellules. On va voir exactement leur fonction biologique dans quelques minutes, en fait. Donc, dans un premier temps, je te parle des neurones et ensuite, on va parler des gliocytes. La première chose, c'est que tes neurones doivent avoir... Bon, ils ont 5 caractéristiques et ici, c'est les... Je ne dis pas que 4 et 5 n'est pas important, mais ça, c'est un peu comme des effets, des caractéristiques passives. Mais les 3 premières, c'est des caractéristiques physiologiques de fonction. Et ça, c'est extrêmement important de savoir ces mots-là, de les mettre en français, de les comprendre, et surtout de comprendre le concept très simple que si une de ces 3 fonctions-là ne marche plus pour le neurone, ben le neurone ne peut pas faire sa job. Okay? Il ne sera juste pas fonctionnel. Donc, pour vous donner des définitions dans vos notes de cours, là, tant que vous êtes capable de m'expliquer à peu près dans vos mots ce que je vais dire, ça va aller. Alors, si à l'examen, je vous dis, expliquez-moi les caractéristiques d'un neurone, puis excitable, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est la même chose qu'on avait vu dans les premières capsules de la session. Excitable, peu importe le contexte biologique, ça dit toujours la même chose, c'est une capacité de réagir. Donc, ça veut dire en français qu'un neurone doit être capable de réagir à un stimulus, à une perturbation ou à un changement. Un exemple de ça, ben, je vais prendre les neurones du nerf optique. Okay? Donc, associés à vos yeux. Si vos neurones ne sont pas excitables, donc au niveau de la rétine, vous avez des neurones, la rétine, c'est une couche au fond de l'œil. Donc, si vous n'avez pas en fait, vous avez des neurones, mais ils ne sont pas excitables, qu'est-ce que ça fait? Ben, j'ai beau te bombarder de lumière, puis d'objets et tout ça, tu ne vas pas les voir. Donc, le neurone ne réagit pas, n'est pas excitable aux ondes lumineuses. Tu es aveugle. Okay? Il a perdu sa capacité de réagir. Il y a des gens qui ont des neurones sensitifs d'abîmer. Ben, ils ne ressentent plus. Je te touche la main, puis la main ne sent pas mon doigt. Tu as perdu la capacité de ressentir le toucher parce que ton neurone n'est pas excitable, il ne réagit pas au stimulus. Et ici, le stimulus, ça serait le toucher de la main. Donc, ça, c'est la première chose. Le deuxième est plus facile. Conductivité, ben, c'est la capacité de déplacer l'influx nerveux, le courant électrique. Conductible comme un film, c'est la même chose. Donc, un neurone, et on verra qu'il y a des structures spécialisées justement dans le déplacement de l'information électrique. Donc, conductivité, c'est la caractéristique du neurone qui permet de déplacer tout simplement d'un point A à B l'influx nerveux, hein, le courant électrique. Donc, ça, c'est assez simple pour vous autres. Sécrétion, c'est un terme qui revient souvent en biologie. On va dire ça d'une façon très simple. C'est la libération ou le relâchement d'une substance chimique. Tout simplement. Donc, on verra éventuellement que les neurones, c'est bien beau d'être capable de réagir et de conduire l'influx nerveux. À la fin du neurone, il y a des structures spécialisées dans le relâchement de certaines substances chimiques. Et si on ne relâche pas ces substances chimiques, le système nerveux ne fonctionnera pas. C'est pas très important pour tout de suite. Je vais en parler en détail plus tard, mais je vais le prendre de l'avance. C'est quoi le nom des substances chimiques des neurones? Il y en a une centaine de différentes, mais on les regroupe sous le même nom. NT pour neurotransmetteurs. C'est possible que vous ayez déjà entendu parler de ça dans d'autres cours, psycho-exemple. On va en voir quelques-uns cette année. Mais les neurotransmetteurs,
Peut-être que tu as déjà entendu parler du GABA, de la dopamine, des choses comme ça, acétylcholine. Ben, pour l'instant, vous savez juste que c'est des petites molécules chimiques de très petite taille qui sont relâchées par les neurones. Donc, quand on dit qu'on relâche des substances chimiques, ou si tu préfères qu'on relâche des neurotransmetteurs, ça réfère à la fonction de sécrétion. Donc, un neurone qui est plus capable de sécréter, il ne relâche pas de neurotransmetteurs. Et là, on verra qu'il y aura des impacts majeurs. C'est des molécules essentielles pour le fonctionnement du système nerveux. Donc, 3 caractéristiques essentielles en termes de fonction. Et ici, 4 et 5, ce n'est pas tant des fonctions que des caractéristiques passives. Donc, on le dit, comme les neurones, on ne peut pas les remplacer par mitose. C'est des cellules qui ont une longévité extrême, hein, même exceptionnelle. Donc, ils vont vivre aussi longtemps que vous pour la plupart. Puis celles qui vont mourir, bien évidemment, on ne les remplace pas. Ce qui m'amène à l'autre caractéristique, amitotiques, ne font pas de mitose. Okay? Donc, voilà pour les caractéristiques de neurones. Schéma très important ici, je pourrais mettre un schéma similaire à l'examen, puis vous demander d'identifier les parties d'un neurone. Donc, puis ce que je vais faire en fait, c'est 2 choses. Je vais vous montrer les parties à identifier, puis je vais vous dire déjà une petite mini-phrase, leur fonction, qui fera peut-être pas trop de sens encore pour aujourd'hui, mais éventuellement, on va voir leur fonction de façon plus complexe, mais je veux quand même que vous sachiez les deux. En fait, tout ce que je vais dire. Et si j'en parle pas, ben, c'est parce que c'est un mot que je veux pas que vous sachiez, là, je ne le demanderai pas à l'examen. Donc, première des choses, c'est vraiment de l'anatomie, donc c'est d'identifier les différents éléments. Quand tu regardes un neurone comme ça, je vais prendre un neurone du haut, exemple, on voit qu'il vient se connecter avec un deuxième. Là, on dirait qu'il se touche, mais il ne se touche jamais un neurone. Il y a toujours un espace entre la fin du premier neurone et le début du deuxième. Et c'est toujours, avant de rentrer dans le détail, là, je veux déjà que vous compreniez que c'est un sens unique. On va partir l'information du haut, on va descendre, à un moment donné, on va produire un influx nerveux, ça va se déplacer, on va en produire plusieurs en fait, et rendu à la fin, on va relâcher des substances chimiques, neurotransmetteurs, qui stimulent le deuxième neurone. Mais on ne pourra jamais faire un influx nerveux dans l'autre sens. Partir comme ça, c'est impossible. Donc, c'est vraiment un sens unique. Ça, c'est déjà important de comprendre. Il n'y a pas d'exception, c'est vrai pour tous les neurones. Et ça veut dire qu'on part toujours comme du début du neurone, on va dire comme la tête, puis on va descendre vers la fin. Donc, c'est vraiment le début vers la fin. Le premier terme que je veux que vous sachiez, c'est dendrites. Donc, les dendrites, je les encercle présentement, c'est les espèces de petites branches comme ça qui se rattachent au corps cellulaire. Le corps cellulaire, c'est la partie ronde ici du neurone avec le noyau cytoplasme, comme une cellule normale. Donc, les dendrites, si je vous pointe une petite branche ici au début, il ne faut pas les confondre avec les branches à la fin, c'est autre chose. Donc, les branches au début de neurone, dendrites, on va voir qu'elles sont extrêmement importantes éventuellement. On verra leur rôle plus en détail, mais on les voit ici dans la vraie vie. Ils ont été colorés, là, mais exemple, j'ai la partie du neurone circulaire, et les dendrites, c'est les espèces de prolongements comme ça ici. Ce que je veux que vous rajoutiez, donc évidemment, à l'examen, si je vous pointe ça, vous me dites que c'est un dendrite, puis la fonction, vous la notez bêtement, vous ne comprendrez pas, mais dans la deuxième capsule, je vais vous parler comment on fait pour faire des influx nerveux, et je vais reprendre les fonctions de ces organettes-là plus en détail. Donc déjà, si vous les apprenez un petit peu, ça va être plus simple éventuellement. Donc, pour l'instant, un dendrite, ce que vous allez noter, ça capte les neurotransmetteurs. Capter veut dire attraper. C'est juste ça leur fonction. Elles vont réagir à des neurotransmetteurs qui ont été relâchés par d'autres neurones. Okay? Donc déjà, vous avez une petite idée de la fonction. OK. Deuxième élément que vous allez devoir savoir, et là, juste pour que ça soit clair, je focus sur les organites uniques aux neurones. Donc, tout ce que vous avez étudié dans la cellule en début de session avec moi, mitochondrie, cytoplasme, noyau, ADN, je ne vais pas revoir ça. Vous êtes supposé de le savoir, et le neurone a tous les mêmes composantes que toutes les autres cellules, réticulum endoplasmique rugueux et tout ça. Moi, je focus maintenant sur ce qui est nouveau que vous ne connaissez pas. Exemple, les dendrites, ça, c'est unique aux neurones. Même chose, ce que j'encercle ici, ce qu'on appelle le corps cellulaire, hein, c'est là qu'on va rattacher les dendrites. Mais le corps cellulaire qui est écrit ici, c'est la partie circulaire du neurone qui contient quoi? Le noyau, le cytoplasme et tous les organites normaux de la cellule. Fonction, ben, c'est vraiment une fonction, je dirais. C'est là qu'il y a grande activité métabolique. Métabolisme dans le tapis. Il se passe beaucoup de choses. Évidemment, il y a beaucoup d'enzymes, beaucoup de réactions chimiques propres à la cellule, comme toutes les cellules. On fait du catabolisme, l'anabolisme et tout ça. Mais en plus, on va voir qu'il y a des réactions chimiques puis des processus cellulaires extrêmement importants
pour modifier le courant électrique ici qui se passe au niveau du corps cellulaire. Ce n'est pas un influx, c'est un autre type de courant. On en parlera plus tard, un potentiel gradué. Ça, c'est bien important de comprendre que les influx nerveux, tu pensais peut-être qu'on va les créer au début, mais c'est faux, on les produit plus loin. Il n'y a aucun influx nerveux ici, mais malgré tout, on peut faire des changements électriques. On peut modifier l'électricité du neurone dans le corps cellulaire. On verra ça plus tard. Donc, pour que ça soit clair, si je vous encercle ça ici, vous me dites que c'est le corps cellulaire, ça sert à quoi? Bien, beaucoup de réactions chimiques, donc métabolisme très élevé. Puis on peut modifier le courant électrique, mais ce n'est pas un influx. Okay? C'est un autre type de courant, on verra ça plus tard. Pour l'instant, c'est suffisant. OK, donc dans le corps cellulaire. Là, ici, vous voyez une longue tige, on appelle ça un axone, on en reparlera tantôt, mais ce que je veux te montrer, c'est que quand la tige et le corps cellulaire, il y a une petite région un petit peu triangulaire qui fait une espèce de joint qui va rattacher le corps cellulaire, comme une charnière, on va dire, une charnière de porte. Là. Donc, cette petite charnière, ce petit morceau qui rattache le corps cellulaire à la longue tige ici. Ce petit morceau est extrêmement important. On appelle ça la zone de gâchette. Et parfois, on parle aussi de cône d'implantation. Okay? Mais concrètement, le cône d'implantation est un petit peu, c'est pas tout à fait pareil, c'est une région à l'intérieur de la zone de gâchette. C'est une nuance, je ne vous demande pas comme prof, j'ai peut-être des collègues qui le font, là, mais moi je ne demande pas de faire la différence. Pour moi, c'est des synonymes. Donc, tu dois être familier avec les deux mots, mais je ne veux pas que tu fasses la nuance entre le cône d'implantation et la zone de gâchette. Un ou l'autre, c'est pratiquement des synonymes. Okay? Et tout ce que tu as à savoir, c'est quoi la fonction de la zone de gâchette? Ça, c'est vraiment important de le comprendre. C'est là qu'on va produire le premier influx nerveux. C'est le lieu de production de l'influx nerveux. Le neurone ne fera pas toujours des influx, mais s'il est capable d'en faire un, c'est dans la zone de gâchette ou le cône d'implantation qu'on va produire le premier influx. Donc, à l'examen, quelqu'un qui me dit qu'on fait des influx dans les dendrites ou le corps cellulaire, c'est 0. C'est pas vrai. Le premier influx va être produit ici, comme ça. Je le fais sous forme de vague, comme illustration, mais c'est là qu'on fait le premier influx et il pourra se déplacer sur une petite distance au niveau de l'axone. Éventuellement, on ne se rendra pas à la fin. Le signal électrique va être trop faible. Il faudra régénérer de multiples influx nerveux, des milliards d'influx nerveux. Bon, exemple, j'en fais un deuxième, il se déplace un petit peu. Je vais en faire un troisième, il se déplace un petit peu, quatrième, etc. Et on va les produire de façon successive, un après l'autre, jusqu'à temps qu'on arrive à la fin ici du neurone. Puis il va se passer d'autres choses. Okay? Mais le premier, c'est un peu comme des dominos. Imaginez-vous, vous avez déjà vu ça, j'ai des milliards, j'exagère, mais des milliers de dominos, j'en fais tomber un, il fait tomber le deuxième, 3, 4, etc. C'est successif. Mais je dois faire tomber mon premier domino. Mon premier domino, c'est mon premier influx nerveux qui va activer le deuxième domino, deuxième influx, tout ça. Mais mon premier qui va partir la séquence d'événements, il est toujours dans la zone de gâchette. Okay, c'est ça que je veux faire réaliser. OK. Donc là, on a réglé la zone de gâchette. Ensuite, ben, un élément assez simple, c'est la longue queue, la longue tige ici, qu'on appelle l'axone. L'axone a une forme de fil, hein, c'est effilé comme ça, c'est pas pour rien. Sa fonction, c'est de conduction. Donc, si je pointe la longue tige ici, vous me dites axone, fonction, conduire, conduction, conduire les influx nerveux. Ça permet, en d'autres mots, le déplacement des influx de la tige ici, de l'axone, du point A vers la fin point B ici. Okay? Donc, ça ne fait pas d'autre chose. Vous remarquez sur le dessin, donc j'ai l'axone ici qui passe, je le fais ça avec la ligne en rouge, mais vous remarquez qu'autour, j'ai comme des rouleaux blancs qu'on parlera plus en détail. Ces gros rouleaux-là, on appelle ça la gaine de myéline. La myéline, c'est une forme de lipide, c'est une graisse très spécifique qui agit un petit peu comme un manteau protecteur, comme un isolant électrique. Ça protège l'axone, ça permet une meilleure efficacité dans la transmission électrique. Donc, ce qu'il faut voir ici, c'est que j'ai des gaines de myéline comme ça qui vont envelopper l'axone. Donc, l'axone, c'est la tige au centre et la myéline, c'est des couches successives, circulaires comme ça, qui s'empilent l'une par-dessus l'autre de graisse. Pardon. Donc, c'est ce qu'on appelle la gaine de myéline ici. Pour l'instant, fonction, c'est de protéger l'axone, donc une fonction de protection. Et, vous ne comprendrez pas, peut-être pour l'instant, je vais l'expliquer plus tard dans la capsule, c'est un isolant électrique. On en parlera tantôt, qu'est-ce que ça veut dire, mais pour l'instant, tu sais ça. OK. Donc, j'ai la gaine de myéline, et ça, c'est pas mal ça. Hein? On va aller vers la fin du neurone, et vous allez voir, on a pas mal presque terminé, en fait.
Il y a un petit détail ici, mais pour l'instant, c'est pas tant important. Le neurone, on le présente toujours comme une tige. Parfois, il fait des branches. Pour avoir comme un deuxième neurone ici, un axone ici, mais parfois, il fait une branche, un deuxième axone, je pourrais en avoir un troisième. Des branches d'arbres, hein, c'est la même chose, mais là, on ne va pas dire des branches d'axone. On a un terme plus élégant. On va parler, excusez, j'ai manqué mon cours, de collatéral. J'essaie de l'encercler cette fois correctement. Donc, la collatérale, c'est simplement un embranchement. C'est comme un autre axone. Exactement la même fonction, conduire l'influx nerveux. Mais dire la branche de l'axone, c'est trop long. On dit collatéral, tout simplement. C'est la même fonction, même chose. Pardon. 2 derniers éléments, puis c'est terminé. On a ici, donc à la fin, l'axone, d'autres petites branches. Ça ressemble à des dendrites, mais ce n'est pas la même chose. On appelle ça des télodendrons, ou un synonyme, d'autres manuels de biologie vont parler de terminaison axonale. C'est la même chose. Tu prends un ou l'autre comme terme, ça ne me dérange pas. Moi, j'aime beaucoup terminaison axonale. Télodendron, ça ne vous dit rien, c'est un drôle de mot, mais terminaison, on termine le neurone. Et ça termine l'axone, la fin de l'axone. Donc, c'est un terme qui est plus significatif pour moi et pour vous autres. Maintenant, qu'est-ce que ça fait? Exactement la même chose que l'axone. Ça conduit l'influx nerveux. Donc, ça, c'est l'autre chose que je veux que vous sachiez. À la fin, très difficile de voir. L'encadré ici, ils ont fait un agrandissement, mais ce que je vais encercler, la petite boule ici, j'en ai une deuxième. Donc, chaque terminaison axonale ou télodendron se termine sur un bouton comme ça. C'est un petit renflement, on appelle ça un bouton axonal. Donc, ce que j'encercle ici, c'est la petite boule qui est ici. On a une autre ici. Et ce bouton axonal, ou bouton synaptique, c'est la même chose, ça dépend des manuels. Donc ici, je vais reprendre l'appellation de votre manuel. Le bouton synaptique, c'est simplement, et ça, vous notez ça, là, c'est l'endroit où on fait la sécrétion. Donc, c'est l'endroit qu'on va relâcher les neurotransmetteurs. Et ces neurotransmetteurs, en fait, ces petites substances chimiques sont produites dans les boutons synaptiques et sont accumulées, gardées en réserve dans les boutons synaptiques. Et le moment venu, on pourra les relâcher à l'extérieur pour aller stimuler un deuxième neurone. Et là, ça a l'air de rien. Si vous avez bien écouté, même si c'est de l'anatomie, puis des nouveaux mots à apprendre, puis à identifier sur un schéma, vous commencez déjà à comprendre peut-être, ceux qui comprennent bien, là, vous comprenez peut-être déjà un petit peu comment ça fonctionne. Si je vous demandais à quoi ça sert les dendrites, tantôt vous m'avez dit, en fait, je vous ai dit, ça sert à capter les neurotransmetteurs. Puis là, je viens de vous dire que les boutons, c'est pour les relâcher. Alors, comment ça fonctionne, en fait? C'est que quand le neurone numéro 1 relâche des neurotransmetteurs, ceux-ci vont être captés par les neurones du numéro 2, fait des influx nerveux. Le numéro 2 relâche les neurotransmetteurs qui va stimuler le neurone numéro 3, et c'est comme ça qu'on peut faire une chaîne d'informations d'une centaine de neurones qui s'auto-stimulent entre eux comme ça. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose qui est essentielle, et je ne le dirai jamais assez au travers des capsules, parce que c'est une fausse conception qu'on traîne, et il n'y a rien de pire que de désapprendre quelque chose qu'on croyait. Moi, j'aime bien quand les gens commencent à zéro, on a un cerveau vierge, puis c'est la première fois qu'on entend une chose, c'est plus facile. Quand on pensait avoir appris, puis je vous dis, exemple, 2 plus 2, ça fait 5, ça va vous mettre en état de choc, ça va être difficile de retenir ça. De toute façon, c'est faux, mais c'est un exemple. Ben, c'est un peu la même chose ici. Vous pensez toujours, et c'est pas vrai, à tort, que les influx nerveux du neurone numéro 1 va sauter au neurone 2. C'est impossible. L'influx nerveux qui est ici, OK, en fait, j'ai dit l'influx, mais c'est des millions d'influx nerveux, mais le dernier de la séquence, donc le premier est fait dans la zone gâchette, mais le dernier de la séquence qui arrive ici va disparaître. Il va rester coincé dans le neurone 1, il ne pourra pas sortir. Et même si je vais le dire 1 million de fois, il va y avoir des gens à l'examen qui vont me dire ça. Et c'est faux. C'est impossible dans mon modèle ici que l'influx nerveux électrique sorte du neurone et aille dans le deuxième. J'ai dit tantôt, le cancélaire ne fait pas d'influx nerveux. Donc, à quoi ça sert un influx nerveux? Ça sert juste à relâcher les neurotransmetteurs. C'est quoi le signal dans le bouton synaptique qui fait qu'on va relâcher les neurotransmetteurs? C'est le dernier influx nerveux ici qui va provoquer des événements moléculaires qu'on va étudier à un moment donné, qui fait en sorte qu'on va relâcher les neurotransmetteurs. C'est juste ça le rôle d'un influx nerveux.
Si vous n'avez pas d'influx nerveux dans le neurone, il n'y a pas de neurotransmetteur qui est relâché. C'est juste ça. C'est comme une switch, comme un interrupteur. On, j'allume la lumière, off, je la ferme. Ben, mon interrupteur, c'est un influx nerveux. Je fais un influx nerveux, je relâche un neurotransmetteur, j'en fais pas, il n'y en a pas de neurotransmetteur. Et techniquement, le neurone numéro 1, en faisant des millions d'influx nerveux, le dernier influx nerveux relâche le neurotransmetteur du numéro 1, mais là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, le neurotransmetteur s'en va, c'est l'entrée du numéro 2, provoque des événements qui font en sorte qu'on va faire un premier influx nerveux dans une gâchette, des millions, et le numéro 2 relâchera un neurotransmetteur. Si je ne fais pas d'influx ici, pas de neurotransmetteur, pas de stimulation du deuxième. Et techniquement, si vous avez un maringouin qui vous pique sur le bout de l'index droit, vous avez, exemple, trois neurones qui sont reliés ensemble pour informer le cerveau. Bien, techniquement, ces neurones-là, le numéro 1 relâche les neurotransmetteurs qui stimulent le 2, puis le 2 va stimuler le 3 en relâchant le neurotransmetteur. Si la chaîne est brisée et que vous ne relâchez pas des neurotransmetteurs, vous avez une maladie, vous avez pris une drogue, un médicament, on verra ça plus tard, parce qu'en fait, les médicaments qu'on donne pour traiter certains désordres psychologiques, psychiatriques, ou des gens qui abusent de certaines drogues dures, ben, on vient interférer avec les neurotransmetteurs. On en fait trop, on n'en fait pas assez. Des dépressions, la schizophrénie, plein de types de maladies. Déficit d'attention, c'est des débalancements de neurotransmetteurs. J'en ai trop, je n'ai pas assez. On donne des drogues, des médicaments qui viennent stabiliser. Si j'augmente le numéro de neurotransmetteurs parce que vous n'avez pas assez, je fais plus d'influx. Si je viens les bloquer, je fais moins d'influx. On contrôle la création d'influx dans votre cerveau comme ça. Et ça, c'est une autre histoire. C'est plus côté médical, on en reparlera un jour. Mais pour l'instant, c'était juste pour vous illustrer un petit peu comment tout ça fonctionne. Là, c'est évident que j'ai dit beaucoup de choses. Il y a certainement une couple de personnes qui vont stresser, puis c'est plus qu'est-ce qui est important ou non. Alors là, ce que je vous dis, pour l'examen, ce que je veux, deux choses en fait. Vous êtes capable d'identifier les différentes parties des neurones et de me dire simplement, donc avec la petite phrase clé, qu'est-ce que ça fait. Exemple, dendrite, on attrape les neurotransmetteurs, les boutons synaptiques relâchent les neurotransmetteurs, l'axone conduire, etc. Pour l'instant, c'est suffisant. J'ai été un petit peu plus loin pour nous aider pour les prochaines capsules, mais pour l'instant, c'est juste ce que je vous demande. Donc maintenant, on va parler de la classification des neurones. Donc dans les centaines et centaines de milliards de neurones qui existent dans votre corps, on peut les classer, donc les regrouper par certaines caractéristiques communes. Il y a comme des classes de neurones, on pourrait dire. Le problème, en fait, c'est relativement simple, mais c'est parce qu'on a deux façons de classer les neurones. Et ça, c'est très important de bien faire attention, parce que souvent, vous étudiez bien, mais vous mélangez les deux classifications. Donc, une classification dite structurale qui réfère beaucoup plus à l'anatomie. Si vous vous souvenez du début de session de l'anatomie, c'est quoi? C'est la forme, l'apparence, ce qu'on observe. Mais vous avez aussi une classification basée sur la physiologie du neurone. Donc, à quoi qui sert sa fonction. Donc, c'est deux termes qu'on avait vus parce qu'on se disait anatomie, physiologie, c'est deux parties intégrantes de la biologie, mais c'est vrai aussi pour les neurones. Alors là, vous devez faire très attention. C'est l'examen, je vous demande, parlez-moi, selon la classification structurale du neurone, c'est quoi son nom? Bien là, vous vous mettez en mode structural. Mais si je vous parle de la classification fonctionnelle, c'est complètement un autre nom. Et souvent, vous mélangez les deux. Donc, faites attention à ça. Structural, je vous l'ai dit, c'est selon la forme. Donc, ici, vous avez trois classes de neurones. Les trois premières sont extrêmement importantes. La quatrième, j'en parlais un petit peu, mais moins importante pour moi. Donc, le premier, c'est le classique. Quand vous prenez un livre de bio, souvent l'illustration, c'est lui qu'on montre par défaut. C'est le neurone multipolaire. OK? Puis on a le neurone bipolaire et le neurone unipolaire. Donc, la première chose qu'il faut savoir, si je vous dis uni, bi, puis multi, c'est quoi la différence? Bien, bi, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire qu'il y en a deux. Uni, ça veut dire un. Multi, c'est qu'il y en a plusieurs. Et on réfère à quoi? On réfère au prolongement qui fixé sur le corps cellulaire. C'est ça le truc. J'ai vu plein de définitions dans ma carrière, complexes et tout. La plus simple, c'est une affaire d'image. Si je vous montre une image comme ça ici, je vous demande son nom, vous êtes obligé de me dire que c'est un neurone multipolaire. Pourquoi? Ben, le truc que je vous donne, c'est partie du corps cellulaire. Le corps cellulaire, c'est ce qui est ici en rond, on a vu ça tantôt. Donc, dans ce cas-ci, le corps cellulaire, comptez le nombre de prolongements. Moi, je me promène sur la membrane cellulaire ici, il n'y a rien. Hop, j'ai un prolongement ici. Je continue, il y en a un deuxième, un troisième, un quatrième.
Est-ce que j'en ai un? Non. Est-ce que j'en ai deux? Non. Donc, aussitôt qu'on a 3 et plus, on va parler de multipolaire. Et là, si je vous dis à l'examen, c'est quoi son nom? Vous me dites c'est un neurone multipolaire. Justifiez votre réponse. Bien, vous me dites, ben, c'est un multipolaire parce qu'il y a plus que 2 prolongements de raccrocher au corps cellulaire. Et faites attention, ce n'est pas les pattes ici, puis les petites branches, les dendrites multicomplexes ici. C'est pas ça qui est important. C'est ce qui est rattaché. C'est le tronc d'arbre. Hein? Ça, c'est les branches de l'arbre, ça, c'est le tronc. C'est le prolongement raccroché au corps cellulaire. Puis on ne distingue pas si c'est le cône d'implantation avec l'axone ou les dendrites. J'aurais même pu dessiner ici. Donc, j'ai 4 prolongements de ce côté-là, puis j'en ai un autre. Okay? Donc, 4 points de départ, si vous voulez. Si je prends le corps cellulaire ici, on fait le même exercice, toujours le même truc. Donc, dans ce cas-ci, je suis, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Hop, j'ai un prolongement ici. Je continue, j'en ai un deuxième. Donc, dans ce cas-ci, 2 prolongements, c'est littéralement un bipolaire parce qu'il y a juste 2 qui est raccroché au corps cellulaire. Là, il y a des gens qui ont dit « Ouais, mais là, regarde, ici, j'en ai plein. Ça compte pas parce que toutes ces petites branches ne sont pas raccrochées au corps cellulaire. » C'est ça l'erreur que vous faites souvent. Donc, simplement compter les prolongements du neurone qui est rattaché, raccroché au corps cellulaire. Et dans ce cas-ci, on fait le même exercice. Corps cellulaire, il n'y a rien. Oups, ici, il y en a un seul, donc uni pour 1. Alors, c'est relativement simple. Okay? Et la structure est toujours reliée à la fonction, l'anatomie est toujours reliée à la physiologie. Donc, c'est vrai que là, on les classe selon leur anatomie, c'est la classification structurale du neurone, mais c'est vrai qu'il y a un lien avec la fonction. Exemple, la très grande majorité des multipolaires, on les retrouve au cerveau. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire des embranchements avec plein d'autres neurones et ça fait un réseau complexe. Évidemment, plus que j'ai d'embranchements qui se connectent avec d'autres neurones, exemple ici, j'en ai déjà 4. 4 prolongements qui se connectent vers 4 autres neurones. Chacun de ces neurones-là peut faire en moyenne entre 10 et 15 prolongements. Donc, qui se raccrochent à 10, 15 neurones à chacun, bien, ça devient exponentiel quand vous considérez que vous avez 100 millions de neurones. Donc, c'est parce qu'on veut analyser de façon très efficace, prendre des décisions complexes. Il y a d'autres éléments. Exemple au niveau sensitif, exemple au niveau des yeux, de l'odorat, donc certains sens, on va utiliser des bipolaires, mais il n'y en a pas beaucoup en fait. Et les unipolaires, on va les voir un peu plus dans le cours, c'est souvent avec les nerfs spinaux, donc pour la partie sensitive du nerf spinal qui amène l'information, bien, ils ont souvent cette forme-là. Donc, on les retrouve à différents endroits, mais ce qui est vraiment important pour moi, c'est pas tant ce que je viens de dire que pouvoir les distinguer. Si vous êtes capable de les nommer à partir d'un dessin, puis de me dire pourquoi on les appelle comme ça va. Lui, je le mets à part. Dans bien des livres, puis dans bien des cours, on n'en parle pas, donc je vais aller très vite. C'est un neurone anaxonique. A, ça veut dire absence. Absence d'axone. Donc, vous reconnaissez le corps cellulaire, les dendrites, elle est où l'axone? Normalement, il devrait avoir un axone ici. Il n'y en a pas. C'est pour ça qu'on dit anaxonique. Je vous pose la question. Quelle serait la fonction biologique d'un neurone anaxonique s'il n'y a pas d'axone? Est-ce que c'est très pratique? À quoi ça sert? Normalement, un neurone ici va faire des influx nerveux, puis on relâche les neurotransmetteurs, mais lui, j'en ai pas d'axone. Donc, à quoi ça peut bien servir? Il capte les neurotransmetteurs, il s'excite, mais il n'y a pas de cône d'implantation, il n'y a pas d'axone pour déplacer l'influx nerveux. Alors, leur rôle, pendant très très longtemps, on disait que ça ne sert à rien, et c'est assez vrai, entre guillemets, en sens où il n'y a pas de fonction traditionnelle. On sait qu'il y en a pas mal dans le cerveau, c'est d'ailleurs le seul endroit à ma connaissance qu'on les a découverts, mais on ne sait pas leur rôle. Donc, pas tellement important pour moi à l'examen. Pour la culture, il y a certaines études qui démontrent que ça serait comme des pour interférer. Donc, si, exemple, il y a une tempête électrique au niveau du cerveau, puis il y a trop de stimulation électrique, ben, ça permettrait un peu comme agir, un peu comme un chien de garde, hein, pour bloquer les informations. Mettons, j'ai un vrai neurone ici, mais j'ai 2-3 anaxoniques. Ben, quand j'ai le neurotransmetteur, ben, lui, il va capter des substances chimiques, mais il ne fera pas d'influx. Donc, il y a juste lui qui va être stimulé. Imaginez-vous 100% des neurotransmetteurs, 100% de stimulation. Mais si j'engobe ici avec 3-4 anaxoniques autour, j'engobe 60%, il m'en reste juste 40 pour stimuler le neurone. Donc, ça diminue l'intensité de la stimulation. Donc, c'est une hypothèse extrêmement intéressante qui est très plausible. Ça reste à être démontré. Et comme on est dans le monde de la recherche et que c'est pas très clair, ben évidemment, je ne demande pas ça à l'examen. On verra ça dans les prochaines décennies, on va voir le véritable rôle. Pour l'instant, les 3 classiques, c'est suffisant. Donc, vous n'avez pas étudié celui-ci.
La deuxième classification, donc, on peut nommer un neurone bipolaire, multipolaire, donc, selon sa classification structurelle, mais on peut aussi oublier son allure anatomique et se baser sur la fonction. Donc là, on dit que c'est une classification fonctionnelle. Donc, dans ce cas-ci, ça revient toujours aux voies nerveuses sensitives motrices, aux neurones sensitifs moteurs, aux fonctions du système nerveux. C'est toujours les trois mêmes mots qui reviennent. Donc, évidemment, si je vous dis que le système nerveux avait une fonction sensitive ou motrice en début de capsule, bien évidemment, on a des neurones sensitifs moteurs. Alors ici, exemple, le neurone sensitif, il pourrait être multipolaire, bipolaire, unipolaire, ça n'a pas d'importance. Tout ce qu'on veut savoir, c'est pas sa forme, c'est sa fonction. Alors, tous les neurones sensitifs ont la même fonction, ou des fois on les appelle neurones afférents, évidemment, c'est d'informer le système nerveux central. Donc, on transporte l'information sous forme d'influx du récepteur vers le SNC. Et je rajoute un élément ici, il m'en manque un, c'est vraiment pour informer le système nerveux central de la situation, c'est une perturbation, un stimulus, quelque chose comme ça. On a aussi le neurone moteur ou efférent. Donc là, on parle du système nerveux central vers les effecteurs, c'est correct, mais la fonction de ça, c'est de faire une réponse. Donc, tous les neurones qui sont branchés, exemple, sur les muscles de vos bras, de vos jambes, puis qui provoquent une contraction puis un mouvement de votre membre, c'est des neurones moteurs. On peut avoir des neurones moteurs aussi branchés sur le cœur pour augmenter les contractions cardiaques ou les diminuer. Donc, ils ont tous en commun le fait qu'un neurone moteur, ou si tu préfères efférent, qu'on est là pour permettre une réponse, tout simplement. Donc, il y en a un qui informe le SNC, l'autre va provoquer une réponse en stimulant un effecteur. Entre les deux, on a une fonction d'analyse. Et là, c'est pas écrit, mais ça, je veux vraiment que vous le rajoutiez. Analyse, décision, ou le fameux terme qui englobe les deux qu'on a déjà vu, l'intégration. Donc, il y a des neurones intégrateurs qui vont permettre de faire de l'intégration. Le nom de ces neurones-là, on les appelle les interneurones. Parfois, on parle de neurones d'association, mais généralement, on parle plus d'interneurones. Donc, ça, c'est un nouveau mot. Et les interneurones se retrouvent dans le SNC, cerveau-moelle. Ils servent à quoi? Bien, analyser l'information puis décider. Donc, c'est pour ça que le cerveau, en fait, il y a des centaines de milliards d'interneurones qui sont là pour analyser les situations puis prendre les bonnes décisions. On dit inter parce qu'inter, ça veut dire entre. Donc, il vient se situer entre le sensitif et le moteur. Donc, ça revient au fameux dessin que j'avais fait déjà, en résumé. Hein, si je la vois sensitive ici, j'ai le SNC, puis je la vois motrice. Bien, on informe, prend la décision, puis on agit. Ici, le SNC, c'est donc moelle ou cerveau ou encéphale, c'est lui qui contient les interneurones. Il est situé entre le sensitif et le moteur, et sa fonction principale, c'est une fonction d'analyse. Donc, ici, on va les nommer. Donc, si je dis, nommez-moi le neurone selon la classification fonctionnelle. Dans ce cas-ci, je ne vous mettrai pas un dessin. Hein, ce n'est pas l'allure anatomique. Ça va être une description. Le neurone qui me permet de voir, donc optique, qui amène l'information au cerveau, c'est un sensitif. Celui qui me permet de contracter des muscles, c'est un moteur. Celui qui me permet d'analyser dans le cerveau, c'est un interneurone. Donc voilà, deuxième façon de classifier. Et tout ce qu'on vient de vous montrer, ben, on vous montre un petit peu l'organisation, comment on est fait. La moelle épinière, ici, il faut comprendre que ça s'en va vers le cerveau qui serait situé ici. Et en fait, je vais refaire un dessin de maternelle, parce que mes talents me limitent à ça. Je ne suis pas capable de dessiner beaucoup mieux, mais en espérant que ça fasse le travail. Okay? Donc, je reprends ce dessin-là, mais un petit peu différemment. Mettons, là, il est disproportionné, là, c'est pour me faire de la place. Donc, mettons, j'ai une main comme ça ici. Et, je ne sais pas, moi, j'ai l'exemple du moustique. Okay? Je reprends le même exemple parce que c'est une... non, en fait, j'en prends une nouvelle qui est encore plus simple. On va prendre un exemple que vous mettez, je ne sais pas, moi, vous touchez un objet piquant, puis c'est pas très agréable, et vous décidez d'enlever la main. On fait attention, c'est pas un réflexe. Un réflexe, exemple, vous brûlez la main, ça part tout seul, ça c'est autre chose. Moi, je parle d'un geste volontaire. Je mets la main sur quelque chose que j'aime pas trop, ça me pique, c'est désagréable, je décide d'enlever la main, mais j'aurais pu décider de la garder, ok, exemple. Donc, comment ça fonctionne? Bien là, on peut, avec mon petit bonhomme laid de maternelle, là, on peut tout résumer le système nerveux, puis tout ce que je vous dis depuis le début de la capsule. Et en fait, comment ça fonctionne? Bien, j'ai un récepteur ici. Je vais changer de couleur pour que ça soit plus clair.
Mettons, je vais prendre juste une couleur différente là, pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc, j'ai le récepteur ici que je fais en vert. Lui, il va réagir à un stimulus. Mettons, je touche un objet ici là, qui est désagréable. Donc, lui, il réagit. Ce récepteur va activer la production d'influx nerveux dans le neurone afférent ou sensitif. C'est ce qu'on voit en bleu ici. Donc là, ici, on n'est pas au niveau de la main, on est au niveau de la peau du cou, mais c'est la même chose. Et les influx sensitifs s'en viennent comme ça par le neurone. Et là, il y a juste un neurone, c'est un neurone, mais quand j'en ai des millions ensemble, attachés ensemble, ça forme un nerf. Donc, exemple, il y aurait des millions de neurones sensitifs. Donc, on pourrait parler d'un nerf sensitif. Donc, généralement, on va parler plus de nerfs, parce que c'est jamais un neurone, c'est des milliards de neurones dans votre corps. Donc, un nerf sensitif. On va voir que le nerf sensitif ici, quand il va être rendu à la moelle épinière, ce qu'on appelle le nerf spinal, il va se diviser en deux. Ça fait comme des espèces de racines, on verra ça plus tard. Mais il vient se connecter comme ça sur la moelle épinière. Donc, il va arriver comme ça dans la moelle épinière et on va monter vers le cerveau. Donc, c'est ce qu'on ne voit pas ici. On pourrait monter, c'est ça que je veux faire comprendre. Il y a donc une autre connexion qui se fait ici, puis là, l'axone va monter ici dans la moelle épinière vers l'encéphale, vers le cerveau. OK? Et dans ce cas-ci, c'est ce que je montre sur mon petit dessin, je monte dans la moelle épinière ici, puis hop, j'arrive dans la tête, l'encéphale, le cerveau. Le cerveau prend la décision, « Hey, j'aime pas toucher à ça, je vais peut-être laisser ma main là, il ne se passe rien, mais non, je décide de l'enlever. » Donc là, on émet une réponse. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va redescendre du SNC, du cerveau, on redescend dans la moelle épinière, et là, je vais ressortir par une autre voie, la voie motrice, ici, et on va aller stimuler un effecteur, et dans ce cas-ci, l'effecteur, c'est le muscle. Pour contracter, là, on met le bras, ça peut être les muscles de la main, ou du bras, ou peu importe, dépendamment du mouvement qu'on veut faire, mais en bout de ligne, on va bouger un membre pour retirer la main de la situation. Donc, si je reviens sur mon bonhomme allumette, j'irai en sens inverse. La voie, le nerf moteur, redescend, donc part d'une région du cerveau, donc le nerf moteur ou afférent, amène l'information sous forme d'influx nerveux, descend dans la moelle épinière, ressort par le nerf moteur et vient stimuler un muscle, l'effecteur, pour bouger la main. C'est l'organisation du système nerveux et peu importe ce que vous faites, c'est toujours la même chose. On monte pour informer vers l'encéphale ou la moelle et on descend. Et la moelle épinière, je disais que c'est un centre d'analyse, mais c'est également un passage obligé, évidemment, entre la tête et le reste du corps. Donc, si ici, c'est l'encéphale, la moelle épinière ici, bien évidemment, si j'ai une main, une jambe de chaque côté, bien évidemment, je n'ai pas le choix. Que ce soit sensitif, je suis obligé de passer par la moelle et informer le cerveau. Puis c'est moteur, je n'ai pas le choix de descendre par la moelle et sortir. C'est donc une autoroute centrale, la moelle épinière, qui fait converger tout l'ensemble de l'information sensitive vers l'encéphale. Et, même chose, l'ensemble de l'information motrice qui va aller se propager dans le corps devra passer ici. On verra ça en séquence 5, mais vous comprenez déjà que si j'ai un accident puis je brise la moelle à ce niveau-là, c'est dramatique. Les influx sensitifs ne peuvent pas aller informer le cerveau, puis les influx moteurs ne peuvent pas descendre. Donc, c'est vraiment ça le problème, c'est que tout passe par là. Okay? Donc, ça, c'est un autre concept qu'on viendra aussi. Donc, ça, c'était comme une espèce de résumé. Okay? Maintenant, on vous montre un peu la structure d'un nerf. Hein? Comment c'est fait un nerf? Peu importe les nerfs qu'on va étudier, on parlait de nerfs sensitifs, moteurs, peu importe, nerfs dans votre bras, dans votre ventre, votre dos, le nerf optique, peu importe. Ils ont toutes la même constitution, sont tous faits pareil. C'est comme une grosse couette de fil électrique. Hein? C'est vraiment ça, sauf que là, on va parler d'axone. Et il y a 3 couches de tissu conjonctif qui vont protéger les neurones. Donc, un neurone, c'est très fragile. C'est souvent une cellule qui est très longue, mais elle est microscopique tellement qu'elle est petite. Donc, c'est facile de casser un axone, exemple. Là, on va voir comme 3 couches de tissu protecteurs. Et vous allez remarquer que très souvent, on est organisé pour l'ensemble de vos organes en 3 couches de tissu. Un jour, vous allez faire de l'embryologie à la prochaine session. Vous allez comprendre pourquoi on a toujours 3 couches essentiellement. Des fois, on en a un peu plus, là, mais essentiellement, il y a toujours 3 couches principales. Vous comprendrez ça plus tard. Mais c'est tout le temps comme ça, 3 couches de tissu, sauf que le nom change selon l'organe. Exemple, à un moment donné, on va parler des muscles. Vous allez voir, on parle de, là, c'est pas retenir pour aujourd'hui, mais d'épimésium, périmésium, endomésium. Mésium réfère à muscle. Nèvre réfère
nerf, mais c'est toujours épi-péri-endo. C'est toujours les mêmes termes. Et souvent en biologie, c'est ça qui arrive, c'est compliqué les mots, c'est une nouvelle langue, mais quand vous commencez à la maîtriser, vous pouvez déduire plein de choses. Nèvre, névroglie, ben, vous ne savez pas c'est quoi, mais vous savez que ça a rapport avec les nerfs ou le système nerveux. Donc, ça c'est une chose. Fait que nèvre, tu sais qu'on est dans le système nerveux. Épi-péri-endo, ça veut toujours dire la même chose, des racines latines. Endo, ça veut dire intérieur. Donc déjà, tu sais que endonèvre, c'est la couche la plus interne du nerf. Périmètre, ça veut dire autour. Généralement, c'est une couche du centre ou intermédiaire. C'est le cas dans le nerf. Épi, pour extérieur peut-être, ou je ne sais pas trop. Mais épinerve, c'est la couche extérieure. OK? Et c'est mélangeant quand vous regardez les images. Je vais essayer de faire un dessin très simpliste pour vous montrer l'organisation de ça. Mais en fait, un nerf, c'est très simple. C'est un paquet d'axones, donc des millions d'axones, qu'on va raccrocher comme ça, rattacher dans 3 couches de tissu protecteur, donc un tissu conjonctif qui permet de protéger, couche interne, du milieu puis externe. Et on vous dit que ça possède une structure macroscopique, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de microscope, c'est tellement gros un nerf que vous le voyez à l'œil. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est microscopique. Et ce que je veux dire, c'est qu'un nerf, dans le fond, oui, un axone, tu ne peux pas voir ça à l'œil, ça te prend un microscope, mais il y a tellement d'axones, puis tellement de couches de tissu conjonctif qui est macroscopique, qui est visible, puis il y a des vaisseaux sanguins, puis tout ça qui passe là-dedans. Alors là, ça devient visible, évidemment, parce que ça devient une grosse structure. Voici donc un peu l'organisation d'un nerf. Donc, la première chose bien importante pour moi, c'est de comprendre qu'il y a des vaisseaux sanguins. Un nerf, c'est vivant. Les neurones qui sont là ont besoin d'oxygène, de faire de l'ATP. Donc, on a besoin des nutriments comme le glucose, on a besoin de lipides, d'acides aminés, tout ça. On produit des déchets, on produit du CO2. Donc, il y a la circulation sanguine comme ça qui amène l'oxygène et les nutriments pour nourrir les milliards de neurones ici qui constituent le nerf. Puis, on va récupérer les déchets aussi, exemple le CO2 dans le sang veineux. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a des vaisseaux sanguins qui alimentent un nerf, évidemment. Et ça, c'est l'organisation classique. Hein. Ça pourrait être le nerf optique, le nerf sciatique dans la cuisse, peu importe. C'est toujours fait de la même manière. Pardon. Si on regarde, là, on a tranché ici, mais si on regarde de côté, ben, on voit vraiment, là, c'est un paquet d'axones comme ça, avec différentes couches de tissu. On reconnaît des corps cellulaires. Donc, dans ce cas-ci, c'est un nerf spinal, donc une organisation particulière. Des fois, les corps cellulaires peuvent être plus loin. Mais en gros, on a comme ça différents types de neurones ici qui vont être avec les paquets d'axones et les différents vaisseaux sanguins qui vont alimenter. Je reviens à l'image ici avec l'endonèvre et tout ça. Donc, ce qu'il faut comprendre déjà, ce que j'ai ici, c'est un axone avec la gaine de myéline. Autour de chaque axone, donc là j'ai un axone, j'en ai un deuxième, donc vous imaginez ici, là, j'ai des millions là, d'axones. Donc ici, j'ai mon axone, j'ai la myéline, mais par-dessus, on va faire une première couche protectrice de tissu conjonctif qu'on appelle l'endonèvre. Ça, c'est chaque axone qui a sa propre couche. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un groupe d'axones, mettons des milliers d'axones ensemble, chacun de ces axones a son propre endonèvre, mais éventuellement, on va les remettre en paquets comme ça, et ça me prend une couche ici qui va permettre de maintenir ces centaines d'axones ensemble. Et ça, c'est la couche du centre, c'est le périnèvre. Donc, le nerf, c'est tout ça, mais le périnèvre, ça serait la couche qui entoure ici le paquet d'axones. Et souvent, on va parler de fascicule ou de faisceau. C'est quoi un fascicule ou un faisceau? C'est simplement un groupe de plusieurs axones qui sont raccrochés ensemble par une couche du centre qu'on appelle le périnèvre. Puis un nerf, c'est quoi? Ben, c'est plusieurs fascicules, c'est plusieurs faisceaux. Donc, si j'ai un faisceau ici, on voit que j'en ai un deuxième, un troisième, un quatrième, on pourrait en avoir un cinquième ici. Donc, techniquement, j'ai 5 faisceaux. Chaque faisceau fascicule a son propre périnèvre. Mais pour maintenir tous mes fascicules ensemble, je devrais avoir une dernière couche, la plus extérieure. Donc ici, évidemment, si vous regardez un nerf, c'est la couche externe, c'est ce que vous allez voir, c'est l'épinerve. Et l'épinerve permet donc de protéger l'ensemble des faisceaux comme ça. C'est pas tant compliqué, mais c'est un peu abstrait des fois. Fait que souvent, je refais un dessin, mais c'est exactement la même chose, sauf que c'est plus simplifié que le manuel. Donc, exemple, si je vous dessine c'est quoi un nerf, mettons la structure d'un nerf, ben, je vais commencer à partir de l'axone. Exemple, ici, j'ai un axone, un deuxième. En fait, je vais les faire séparer pour commencer. Mettons, en rouge,
j'ai un axone. Je ne fais pas la myéline, mais on va dire que dans le rouge, ça inclut la myéline. Donc, j'ai un axone ici. Je peux en avoir un autre ici. Je pourrais en avoir un autre ici. Donc, je vais avoir des axones un peu partout. Pour chaque axone, en fait, j'ai ce que j'appelle l'endenèvre. Donc, c'est comme un cadeau. Hein? Chaque cadeau est emballé dans son propre papier emballage, mettons à Noël. Ben, c'est la même chose ici. Chaque cadeau, c'est un axone. Donc, dans ce cas-ci, chaque axone a son propre emballage, sa propre couche de tissu conjonctif qui le protège, ce que je fais en verre. Donc, cet axone-là est enveloppé dans du verre que j'appelle l'endenèvre, la couche la plus interne. L'axone ici va avoir son propre endenèvre. Celui-là ici aussi également. Donc, chaque axone va avoir son endenèvre. Ça, c'est la première étape de l'organisation. Mais évidemment, il n'y a pas juste 3-4 axones, je vais en avoir des millions. Donc, on peut regrouper plusieurs axones ensemble. Là, je fais les endenèvres. Je vais refaire les axones après. En petits paquets. OK? Donc, les petits paquets, c'est ce qu'on appelait les fascicules tantôt. Je vais reprendre la couleur rouge. Et dans ce cas-ci, bon, évidemment, j'ai l'axone ici, là, pour faire le dessin complet. Voilà. Donc, ce que vous remarquez, chaque axone a son propre endenèvre, mais là, j'ai fait comme 3 paquets. OK? Et le paquet qui est ici, ça me fait un faisceau, un fascicule. Le deuxième qui est ici, ça me fait un deuxième faisceau. Troisième faisceau. Pour maintenir, exemple, mon paquet qui est ici, pour maintenir ces 6 axones ensemble, je dois les envelopper dans une deuxième couche. Donc là, dans ce cas-ci, je vais changer de couleur pour faire la deuxième couche. Comme je vais faire en bleu ici. Et on va parler de pyrinèvre. Donc le pyrinèvre, c'est ce que je dessine en bleu. OK? C'est la couche du milieu qui va me permettre de maintenir tout ce paquet d'axones. Donc, le pyrinèvre, c'est la couche du centre, une autre couche de tissu conjonctif protecteur qui va donc permettre d'entourer ce paquet d'axones. Là, c'est difficile pour moi de le dessiner, fait que faites attention. Dans ce cas-ci, on dirait que ça va être la même chose, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, le paquet d'axones ici, raccroché dans du pyrinèvre, on va parler de faisceau ou fascicule, c'est des synonymes. Ce n'est pas un nerf. Un nerf, c'est plusieurs faisceaux, mais j'ai déjà un faisceau ici, un premier faisceau. Et là, des fois, avec mon dessin, vous mélangez, ouais, mais c'est du pyrinèvre ou le faisceau? Bien, le pyrinèvre, c'est ce qui est en bleu, c'est la couche de tissu qui protège. À l'intérieur, j'ai un paquet d'axones. La combinaison des deux, c'est un faisceau. Autrement dit, le paquet d'axones accrochés ensemble, attachés dans le pyrinèvre, c'est un faisceau. Okay? Donc, 2 niveaux d'organisation, l'axone avec son propre endenèvre, et ensuite, au lieu d'en avoir juste un, on en met un paquet ensemble, enfermé dans le pyrinèvre. Évidemment, si je veux faire un nerf, ben, j'ai plusieurs faisceaux. Là, ici, j'en ai 3. C'est plus. Parfois, c'est 5, 6. Ça peut monter jusqu'à 10, dépendamment de la taille du nerf. Je vais retenir les chiffres, là, c'est à titre indicatif. Mais là, ici, j'aurais 3 faisceaux, donc 3 couches de pyrinèvre qui, comme ça, vont enfermer 3 paquets d'axones. Alors, un nerf, c'est quoi? Ben, c'est l'ensemble de mes faisceaux. Donc là, dans ce cas-ci, j'ai une dernière couche. Je vais changer pour une dernière fois de couleur. Exemple, je vais prendre le mauve. Et dans ce cas-ci, je vais faire l'épinèvre. Donc, dans ce cas-ci, pour maintenir mes 3 faisceaux ensemble, je vais avoir une couche supplémentaire. OK? Une couche supplémentaire de tissu qui va renfermer tous les 3 faisceaux en bleu que j'ai fait tantôt. Donc, la couche ici, on va parler de quoi? Épinèvre, la couche la plus externe. Elle va permettre de protéger l'ensemble des structures internes, mais en fait, on va enfermer les 3 faisceaux comme ça. Et le nerf, techniquement, c'est l'ensemble de tout ça. OK? C'est l'ensemble des 3 couches de tissu, des axones et tout. Donc, l'endenèvre, pyrinèvre, épinèvre. Tout ce qui me manque dans mon dessin, ben, j'aurais évidemment 2 vaisseaux sanguins, une artère, puis une veine pour alimenter le nerf ici.
Et là, vous avez vraiment un nerf. Le regroupement de tout ça, c'est un nerf, tout simplement. Donc, c'est un petit peu cette image-là que vous devez avoir en tête. Donc, souvent, c'est des mots, mais vous n'avez pas d'image. C'est pi9, pri9, c'est ça que vous pouvez apprendre par cœur, en dedans, milieu, tout ça. Mais je veux quand même que vous gardiez en tête un petit peu l'organisation que je viens de faire. Ça va vous aider à comprendre un petit peu comment tout ça est fait. Maintenant, pour terminer un peu le sujet de la classification des nerfs et de l'organisation et tout ça, parce qu'on parle depuis le début de la capsule, ben, je vous disais qu'on pouvait classer les neurones de façon structurale ou fonctionnelle. On a parlé tantôt de neurone bipolaire, multipolaire pour structural. Puis on peut classer un neurone selon sa fonction, sensitif ou motrice. Mais c'est la même chose pour les nerfs. Puis c'est pas bien surprenant parce que les nerfs, ben, c'est un paquet de neurones. Il faut faire attention comme fois, si on parle de classer les nerfs selon la structure versus la fonction. Deux choses différentes. Quand on parle de structural, c'est la localisation du nerf dans le corps. Okay? Donc, il m'en manque un ici, je l'ai déjà donné en début de capsule, on va le répéter. On s'en fout de la fonction. Les nerfs crâniens, ça veut juste dire qu'ils sont dans la tête, mais on ne sait pas leur fonction. Okay? Donc, au niveau des nerfs crâniens, pourquoi on les appelle comme ça? Ben, c'est 12 paires de nerfs qui sont dans la tête. Okay? S'ils sont dans ta tête, exemple, le nerf optique, ben, les deux nerfs optiques, le droit et le gauche, c'est un nerf crânien, mais c'est surtout dans ta tête. Généralement, les nerfs crâniens, les 12 nerfs crâniens gauche-droite, sont pris dans votre tête. Ils ne sortiront jamais de là. Il y a une exception que je vais vous parler à un moment donné. Il y a un seul des 12 nerfs, le nerf vague, ne pas retenir, là, qui va sortir de la boîte crânienne. Mais tous les autres sont coincés là. Okay? Ils vont être coincés là. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont crâniens. Les nerfs spinaux, eux autres, ils ont une autre fonction, une autre localisation. Ils sont raccrochés à la moelle épinière. OK? Donc, on voit la moelle épinière ici, puis ils viennent s'accrocher comme ça à la moelle. Donc, littéralement, si c'est la tête, je parle de crânien, puis si c'est la moelle épinière, ben, c'est les nerfs qui se raccrochent comme ça de chaque côté de la moelle. Donc, ça, c'est les nerfs spinaux. OK? Aussitôt qu'ils sont attachés après la moelle. Le problème qu'on a oublié ici, c'est qu'on a des nerfs qui sont ailleurs. Si je peux raccrocher à la moelle, puis ils ne sont pas dans la tête, par exemple, le nerf qui sont au niveau, je ne sais pas, un nerf qui est au niveau de ta main droite, comment on va l'appeler, bien, rajoutez-les, lui, il manque. Il n'en parle pas dans le livre, mais il faut le savoir. On dit qu'il y a d'autres appellations, des fois, mais c'est un nerf périphérique. Donc, j'en ai déjà parlé en début de capsule, mais là, je le refais parce qu'on aurait dû l'ajouter ici. Donc, ça, c'est la classification structurale. Tu as juste à te demander où c'est, quel endroit que je suis dans le corps, puis là, on est correct. Fonctionnel, là, on s'en fout que tu sois dans la tête, à la moelle ou n'importe où dans le corps. On veut la fonction. Donc, on peut, indépendamment de la classification structurale, on peut parler de nerf sensitif, donc qui relie le récepteur au système nerveux central pour l'informer de la situation. Moteur, on part du système nerveux central, exemple l'encéphale ou la moelle, vers les muscles pour provoquer une réponse. Donc, ici, c'est pour informer de la situation. Toujours la même affaire. Ici, c'est pour faire une réponse. OK, donc une réponse. Puis parfois, ça c'est nouveau pour vous autres, on dit qu'il y a des nerfs mixtes. Ça veut dire qu'ils ont la double fonction. On peut informer et faire la réponse. Puis ça, c'est dur pour vous de l'imaginer pour tout de suite, mais on va voir qu'il y a certains nerfs qui font les deux. Comment c'est possible? Ben, exemple, si je vous dis qu'un nerf sensitif, ça veut dire que tous les axones ici sont sensitifs. Si je vous dis un neurone moteur, ça veut dire, mettons, je vais changer de couleur. Là. Mettons, je dis moteur. Là, je ne suis pas le code de votre livre. C'est des couleurs au hasard, c'est pas grave. Là. OK, donc, mettons, je mets mauve. Donc, si c'est moteur, mettons, on les met en mauve. Ben, un neurone, un nerf moteur, c'est que c'est tous les milliers d'axones. Oui, on a l'endonève, périnève, épinève, tout ce qu'on a vu, mais tous les axones sont moteurs. OK? Donc, il y a des neurones et des nerfs qui sont seulement moteurs. Exemple, celui qui est branché sur mon biceps, il peut juste faire contracter le biceps. C'est un neurone moteur. Il y a juste des axones moteurs. Donc, les millions d'axones qu'il y a là, c'est moteur. Le nerf optique, pour voir, il est seulement sensitif. Donc, ce qui est branché sur les yeux, en arrière, dans votre nerf optique, c'est simplement pour amener de l'information sur la vision. Mais des fois, on a des nerfs mixtes. Et comment on peut expliquer ça? C'est que, exemple, les nerfs qui se raccrochent à la moelle épinière, les nerfs spinaux sont souvent mixtes. En fait, ils sont tous mixtes. Ça veut dire que la moitié des axones, mettons, il y en a 1000, il y en a 500 qui sont sensitifs, mais il y en a 500 qui sont moteurs, puis les deux sont mélangés. Ça se peut. Ça veut dire qu'en mauve, c'est moteur,
On amène l'information de la moelle vers les muscles motrices. Là, j'aurais pu prendre mon crayon rouge, mais sensitif, il serait en rouge ici. On s'en irait dans l'autre sens. Donc ici, c'est comme une autoroute à deux voies. Est-ouest, nord-sud, peu importe. Je peux aller dans ce sens-là si c'est sensitif ou moteur. On dit que c'est mix parce qu'il y a un mélange des deux types d'axones comme ça. Mais si on parle de nerf moteur, c'est juste des axones moteurs, puis si on parle de sensitif, c'est juste sensitif. Et c'est pour ça que dans votre manuel ou parfois dans la classe, je vais vous dire, OK, ben ce nerf-là, quand on va les étudier, c'est un nerf sensitif. Donc dans votre tête, c'est juste pour informer. Moteur, juste pour répondre et bouger. Mix, il peut faire les deux selon la situation. Et ce que je veux clarifier, souvent qui n'est pas clair, c'est que des fois, vous mélangez les deux classifications. Fait que là, vous dites que les nerfs crâniens sont sensitifs. Ça n'a aucun rapport nécessairement. Dans les nerfs crâniens, exemple, ça veut juste dire qu'ils sont dans la tête. Peu importe, on ne réfléchit pas plus. Puis je peux vous dire que dans les nerfs crâniens, ben, ils ont différentes fonctions. Il y a des nerfs crâniens qui sont sensitifs, comme le nerf optique. Tu as des nerfs crâniens qui sont moteurs, simplement pour faire bouger vos yeux, qui sont branchés directement sur les muscles de vos yeux. Puis on a des nerfs mixtes qui peuvent faire un ou l'autre selon certaines situations dans d'autres types de nerfs. Donc, il y a des nerfs crâniens qui sont juste sensitifs, tu as des nerfs crâniens qui sont juste moteurs, puis tu en as d'autres qui sont mixtes. Alors, on ne peut pas relier toujours l'endroit, la structure à la fonction dans ce cas-ci. Tout ce que je vous demande, c'est de séparer les deux. Crânien dans la tête, spino-moelle, périphérique ailleurs, et fonction, c'est une autre histoire. OK, voilà.